Bonjour, dans la capsule découverte d'aujourd'hui, il sera question d'en apprendre davantage sur la pauvreté car il s'agit d'un déterminant essentiel pour la santé et le bien-être des individus et aussi de notre société. Alors pour ce faire, nous aurons la chance d'échanger avec Virginie Larivière, qui est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté à propos des mesures d'assistance sociale. Alors connaître la façon dont le Québec soutient les plus démunis d'entre nous semblait important parce qu'il n'y a pas de santé durable possible pour ces personnes sans solidarité et qu'on sait aussi qu'il y a énormément de préjugés autour de cette question. Alors, Virginie, bienvenue. Merci d'avoir accepté de nous éduquer, en fait, et de nous sensibiliser encore un peu plus à la pauvreté qui se vit au Québec. Merci, en fait, parce que c'est pas la première fois qu'on se parle, hein, et puis j'espère que c'est pas la dernière non plus. Mais on va commencer, si ça te convient, avec quelques petites questions. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on est le 1er avril. Depuis quelques années, le collectif a l'habitude de faire une campagne de sensibilisation à cette date. Peux-tu nous en dire quelques mots? Oui. En fait, l'idée du 1er avril, c'est évidemment d'utiliser le poisson d'avril pour rappeler en fait que la pauvreté, c'est pas un poisson d'avril, mais qu'il y a bel et bien une personne sur 10 au Québec qui n'arrive pas à couvrir ses besoins de base. Cette année, la campagne, on va l'axer un peu sur la sortie du budget. On va rappeler en fait que la pièce manquante du budget, c'est la lutte contre la pauvreté. Mais l'idée, c'est essentiellement de rappeler effectivement que la pauvreté, c'est pas une blague et on est dans une société plutôt riche et malgré tout, on a toujours 10 de la population qui ne couvre pas ses besoins de base. Nous, au collectif, on fait vraiment la distinction entre couvrir ses besoins de base et sortir de la pauvreté. Mais si on regarde ça sous l'angle de la couverture des besoins de base, on sait qu'il y a une personne sur 10. Donc, c'est grosso modo 800 000 personnes au Québec qui ne couvrent pas leurs besoins de base, qui sont littéralement dans le rouge. Évidemment, il y a toutes sortes de personnes dans ces situations-là, mais évidemment, on pense assez rapidement aux personnes à cité sociale qui sont probablement parmi les plus mal prises là, au Québec. 800 000 personnes, hein, c'est bien ça, Oui, Virginie? oui. 800 000 personnes. Alors, le chiffre est vraiment impressionnant, hein. Concrètement, qu'est-ce que l'État il offre à ces personnes à travers notre système d'assistance sociale et quelles sont les conditions en fait pour y avoir accès? Ben, l'assistance sociale, c'est vraiment un grand chapeau, je dirais, où il y a plusieurs programmes, dont l'aide sociale. On réfère souvent à l'aide sociale, mais quand on parle de l'aide sociale, il y a plusieurs programmes. Il y a la solidarité sociale. La solidarité sociale, c'est le programme pour les personnes à qui on va reconnaître une contrainte sévère à l'emploi. Il y a l'aide sociale pour les personnes dont on ne reconnaît pas de contrainte sévère à l'emploi. Les personnes qui n'ont pas de contrainte sévère à l'emploi, qui ne se font pas reconnaître cette contrainte-là, ils vont avoir une prestation mensuelle de 770 dollars. Ceux qui sont à la solidarité sociale, donc qui se font reconnaître une contrainte sévère à l'emploi, peuvent penser avoir une prestation de 1205 dollars par mois. Et les gens qui sont sur le programme de solidarité sociale, pendant 5 ans et demi, ils vont à terme avoir accès au programme de revenu de base, qui est un nouveau programme qui est pleinement effectif depuis le 1er janvier dernier. Et là, ces personnes-là vont avoir une prestation mensuelle de 1548 dollars par mois. Donc, vous voyez, il y a plusieurs programmes à l'intérieur même de ce qu'on appelle l'assistance sociale. Y accéder, c'est plutôt difficile. Il y a plusieurs conditions d'accès avant d'avoir enfin droit à une prestation d'aide sociale. C'est très difficile d'y accéder. C'est très difficile aussi de se faire reconnaître une contrainte sévère à l'emploi. La liste des diagnostics dit évident rapetisse d'une fois à l'autre. Donc, évidemment, quelqu'un, par exemple, qui est en chaise roulante, on va évidemment lui reconnaître une contrainte sévère à l'emploi. Il y a des conditions qui sont plus évidentes que d'autres, mais par exemple, sur la question de la santé mentale, c'est très difficile de donner une contrainte sévère à l'emploi. Donc, sur l'accessibilité, c'est vraiment plutôt compliqué. Mais si on regarde, par exemple, les prestations de l'aide sociale, donc pour les personnes qu'on dit aptes à l'emploi, une prestation de 770 dollars par mois, ça permet aux personnes à cité sociale d'avoir à peu près 50 49-50 de la mesure du panier de consommation, qui est l'indicateur qui nous parle de la couverture des besoins de base. Donc, les besoins de base, c'est la base, c'est vraiment se loger, se nourrir, se déplacer, se vêtir, quelques autres besoins. C'est vraiment la base. Au Québec, en ce moment, en 2022, la MPC était élevée à 23 025 dollars. Donc, une personne à cité sociale reçoit à peu près, là, si elle fait son rapport d'impôt puis qu'elle touche l'ensemble de ses crédits fiscaux pour la solidarité, elle
peut penser avoir 11 000 $12 000 dans l'année, donc très, très loin de ce que ça prend pour rassurer le minimum pour couvrir les besoins de base. Donc, c'est ça qui est présentement offert par l'État pour les programmes d'assistance sociale. Donc, très, très loin de la sortie de pauvreté, là. Ah, tu nous parles en fait de moins de 50% en fait de ce qu'il faudrait pour pouvoir combler en fait des besoins primaires, hein, c'est vraiment ça. Comment ça se fait en fait que le montant choisi, il ne permette pas en fait de combler ces besoins de base-là? Mais parce qu'il y a une grande, et ça traverse toute l'histoire de la loi d'aide sociale, ça traverse aussi tout le rapport Boucher qui est à l'origine de la loi d'aide sociale, à l'idée que, ben, l'État doit faire sa part, l'État doit soutenir les personnes qui sont mal prises, qui pour toutes sortes de raisons n'arrivent pas à bien s'insérer sur le marché de l'emploi. Mais il y a une grande tension entre le devoir de l'État de soutenir les personnes en situation de pauvreté et la crainte de trop en donner, la crainte d'encourager, je vais le dire grossièrement, mais la paresse, par exemple. C'est vraiment une crainte qui traverse l'histoire du Québec en matière de soutien du revenu. On veut bien en donner, mais il ne faudrait pas trop en donner. On a comme peur de créer des dépendances envers l'État, alors qu'il y a plusieurs expériences de projets pilotes de revenu minimum garanti, par exemple au Canada, qui nous prouvent en fait que quand les gens reçoivent un peu plus de sous, qu'ils arrivent à mieux couvrir leurs besoins de base, qu'ils arrêtent d'être stressés par comment ils vont arriver à boucler la boucle, ben ils vont mieux. Ils vont vraiment mieux. Ils arrivent à déstresser sur le paiement des factures, du loyer. Ils arrivent à manger convenablement, à dormir mieux. Donc, sur le point de vue de la santé, il y a clairement des avantages à mieux soutenir financièrement les gens. Puis, on s'aperçoit assez vite aussi que les gens, en fait, quand ils vont mieux, ben, ils s'activent davantage. Tu sais, ils vont avoir envie de retourner à l'école, de regagner le marché du travail, de développer toutes sortes de projets. Donc, mieux soutenir les gens, c'est pas les encourager, c'est pas encourager la paresse, qui est un vieux mythe qu'on traîne au Québec depuis très longtemps. Ben, je dirais dans toutes les sociétés occidentales de façon générale, mais quand on soutient davantage les gens vont mieux et ils développent des projets comme d'aller à l'école, de retourner au travail, tout ça. Le mythe est tenace, hein, comme tu le dis très bien et puis plus particulièrement dans les sociétés occidentales, ce mythe-là, en fait, c'est ça qui pousse la plupart du temps, en fait, les gouvernements à ne pas aller justement à remplir les besoins de base, ce qui est quand même très grave, hein, surtout, en fait, avec les données que tu démontres, en fait, par rapport à la sortie de ces problématiques de santé et puis même le retour à une vie active, un peu plus épanouie. Donc c'est triste, Absolument. hein, Oui, c'est c'est vraiment triste, mais c'est triste. un manque de vision aussi parce que, tu sais, c'est comme si on se disait, on peut pas donner trop d'argent, il faut pas, ça va encourager la paresse, ça va encourager toutes sortes de dépendances, alors que dans les faits, tolérer la pauvreté, tolérer qu'une personne sur 10 au Québec, par exemple, mange pas à sa faim, ait froid, se cherche un logement, soit précaire au point de ne pas savoir s'ils vont pas se retrouver dans la rue, c'est beaucoup de dépenses collectives, sociales, du point de vue de la santé publique, de la sécurité publique, tout ça. Donc, c'est des coûts qu'on n'arrive comme pas à voir. C'est comme si valait mieux en donner moins dans une perspective d'économie, alors qu'on économiserait probablement davantage à mieux soutenir financièrement les personnes. C'est vraiment, il faut renverser la façon dont on regarde le problème. Puis renverser aussi en fait cette volonté à chaque fois de créer des emplois payants, parce que c'est souvent dit, hein, la création d'emplois payants, alors que on le rappelle, il y a 800 000 personnes au Québec qui arrivent pas à combler leurs besoins de base. C'est ça qui est extrêmement triste, hein, d'une certaine manière. Ben, Ce gap en fait, ce fossé qui est en train de se creuser entre, différents groupes de population au sein du Québec même. oui, absolument. Puis on oublie aussi, parce que le gouvernement actuel semble particulièrement attiré par l'idée de développer des emplois dits payants, mais n'ose pas augmenter le salaire minimum. Or, les emplois au bas de l'échelle sont nécessaires pour faire rouler la société. On l'a bien vu pendant la pandémie. Qui sont essentiels et indispensables dans une société? Ben, ceux qui travaillent dans les épiceries, dans les pharmacies, dans les stations-service, les infirmières. Alors,
c'est comme si on n'arrivait pas à tirer des leçons de ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, à l'effet que, mais c'est souvent les salariés au bas de l'échelle, en fait, qui constituent la base du fonctionnement de notre société. Et donc, oui, développons des emplois qui soient mieux payés, mais il faut aussi envisager l'augmentation du salaire, mais aussi l'amélioration des conditions de travail de ceux qui sont au bas de l'échelle, puisque c'est eux qui soutiennent l'ensemble de la pyramide sur laquelle on développe après ça un peu plus haut. Donc, ça serait important de voir un peu à l'amélioration des conditions de travail et de salaire là, des travailleurs au bas de l'échelle. Puis, le collectif justement, on parle de travail là plus particulièrement, on a vu en fait dans l'actualité, récente en fait que des gens qui ont des incapacités à l'emploi, mais peuvent contribuer quelques heures, on va dire par semaine, avaient accepté de travailler davantage pour dépanner ponctuellement, leur employeur ou, qu'ils avaient en fait, d'importantes pénalités à cause de ça. Est-ce qu'il y a des aménagements à ce propos pour favoriser en fait le travail des personnes qui, le peuvent en contexte de pénurie de main-d'œuvre ou faciliter un retour au travail, toujours pour que ceux et celles qui le peuvent en fait s'engagent dans des démarches comme celle-ci? Mhm. Mais c'est une bonne question, en fait, parce que c'est un problème qui gangrène les programmes d'assistance sociale au sens large depuis très, très longtemps. On dit souvent, on a le préjugé que les personnes à assistance sociale ne veulent pas travailler, qu'elles sont paresseuses, mais dans les faits, les personnes à assistance sociale sont pénalisées si elles travaillent au-delà de 200 dollars par mois. 200 Mmh. dollars, c'est le montant qui était établi, je pense, là, si je ne me trompe pas, en 91. Donc, ça fait très, très longtemps que ce montant-là n'a ni été indexé ni augmenté. Donc, aujourd'hui, au salaire minimum, 200 dollars par mois, ça représente 3 heures de travail par semaine. Alors, trouvez-vous un employeur qui va vouloir vous employer, vous engager pour 3 heures semaine, c'est pas gagné. Et puis, ben, ça encourage pas évidemment les gens à aller travailler, alors qu'ils pourraient probablement le faire pour certains, certaines, à 10 heures, 15 heures semaine. Or, ils sont pénalisés là, s'ils dépassent le 3 heures par semaine au salaire minimum. On sait qu'avec le nouveau programme de revenu de base qui est en place là, depuis le 1er janvier 2023, qui est destiné aux personnes qui sont à la solidarité sociale, donc qui ont des contraintes sévères à l'emploi et qui sont sur le programme de solidarité sociale 5 ans et demi, ces personnes-là vont enfin avoir droit au programme de revenu de base. Et là, il y a des aménagements qui viennent d'être introduits pour ce programme-là. Les personnes pourront travailler sans être pénalisées. Ils pourront gagner jusqu'à 15 500 dollars par année. Donc, Mmh. c'est énorme. C'est vraiment un très, très grand pas dans la bonne direction. On espère, nous, en tout cas, au collectif, on fait de la pression pour qu'on donne ce genre d'aménagement-là à l'ensemble des programmes d'assistance sociale, que les gens puissent arriver à travailler un peu à la mesure de leur capacité, de leurs moyens, à leur rythme et qu'ils ne soient pas pénalisés parce qu'ils auront travaillé 10 heures ou 15 heures dans une semaine, là. Surtout que ça date de 91 comme tu le dis Virginie, 91, j'étais tout jeune. Moi de mon côté, ça fait pas de sens. Non. 91, c'est Et c'est 200 loin, dollars, c'est c'est tellement rien. loin. Oui, c'est ça. Puis on peut penser que, bon, le fait que le gouvernement ait aménagé la possibilité que les gens puissent gagner jusqu'à 15 500 dollars pour les programmes qui sont sur le revenu de base, on peut penser qu'il va y avoir des aménagements du côté des programmes, des autres programmes d'assistance sociale, surtout avec ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre. Il y a vraiment de la pression de ce côté-là pour c'est gagnant-gagnant, en fait, comme stratégie. On espère, hein. On arrive vers la fin de notre échange, hein, qui est un échange un peu express, hein, comme on se l'était dit. Hem, Peut-être 3 quelques quelques mythes, peut-être un, 2, 3 mythes, par exemple, que tu aimerais déboulonner aujourd'hui? Alors, on a parlé justement, en fait, du mythe de la paresse. Ça, c'en est un premier. Le deuxième qui est: les gens ne veulent pas travailler. Ça, tu viens de le déboulonner aussi d'une certaine manière. Est-ce qu'il y en a d'autres, que tu voudrais partager aujourd'hui? Oui, ben celui, on en a parlé aussi un peu, mais sur la façon dont on considère la lutte contre la pauvreté, on a souvent tendance à penser que ça nous coûte cher de lutter contre la pauvreté. On n'a pas les moyens de mieux soutenir financièrement les gens. C'est vraiment un mythe que j'aimerais déboulonner, en fait, parce que voilà, on tolère des situations intolérables. Il y a des gens, tu sais, il faut le savoir, du point de vue de la santé, je trouve que ça parle tellement fort. On le sait que les taux de suicide, par exemple, sont beaucoup plus élevés dans les quartiers défavorisés, que l'espérance de
vie aussi des personnes est beaucoup plus, est beaucoup plus basse dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers plus aisés. Alors, on tolère l'intolérable sous prétexte que ça coûte cher à l'État de mieux soutenir financièrement les personnes, de mieux soutenir le filet social. J'aimerais ça déboulonner ce mythe-là, puis qu'on arrive à se dire que, ben non, il faut investir dans les gens, il faut investir dans le filet social et on va y regagner socialement, collectivement. On va bien sûr y regagner en termes de vie, de qualité de vie, d'espérance de vie, mais on va aussi y regagner financièrement, économiquement. C'est sûr que ça va donner un coup de main. Donc ça, c'est vraiment un des grands mythes que j'aimerais déboulonner. OK. J'espère que ça sera entendu, Virginie. De toute manière, je salue le travail que vous faites au niveau du collectif. Ça ne s'arrêtera jamais. Et puis, se battre en fait pour ce tissu social-là, il est essentiel. En fait, donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir pris le temps de nous informer, de nous éduquer. J'aime beaucoup le terme éduquer aussi, hein, parce que malheureusement, comme tu dis, avec des mythes, c'est parfois tellement profondément ancré qu'on a besoin en fait de venir Détricoter. déboulonner tout ça, Ouais, hein. ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Ben, Alors, merci beaucoup si pour vous avez l'invitation. apprécié cet échange, sachez que Virginie nous avait également donc fait l'honneur de participer au sommet de la santé durable en janvier 2023, de même qu'à la santé durable 2022, sur des sujets qui étaient complémentaires aux discussions. Il y avait d'autres personnes aussi qui étaient impliquées, donc c'était très très riche. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir en fait ces enregistrements de ces événements-là, pardon, sur la page YouTube de l'Association pour la santé publique du Québec. On vous invite également en fait à aller suivre les actions du collectif pour un Québec sans pauvreté en adhérant notamment à leur page Facebook. C'est extrêmement important. Virginie, à nouveau, merci. Merci pour tout. Et puis on souhaite à tout le monde en fait une bonne semaine de la santé durable à toutes et à tous. Merci, à bientôt.